Bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue dans Le Monde en 7. Nous sommes le samedi 13 décembre 2025 et merci d'être avec nous dans les sujets qui ont retenu notre attention au cours de l'actualité de la semaine. Il y a le Bénin avec cette tentative de coup d'État déjouée. Nous allons évoquer le sujet avec ces zones d'ombre et surtout, qu'en est-il du lieu de localisation de l'auteur de cette tentative de coup d'État, le colonel Tigri, qu'on donne se réfugier dans un pays voisin du Bénin? On parlera aussi en deuxième partie de la conférence sur le panafricanisme, les leçons de cette conférence que le Togo accueille depuis plusieurs jours déjà. Je reçois deux invités pour ce sujet. Zana Sadio Hichou, un analyste politique, est avec moi. Bonsoir Zana. Bonsoir tout le monde et bonsoir Monsieur Samuel, très heureux de partager ce plateau. Merci à vous d'être là. Face à vous, Dieudonné Seonou. C'est la première fois que je le reçois sur le plateau. Journaliste, bonsoir Dieudonné. Bonsoir Diawy, bonsoir à tous. Un plaisir pour moi d'être là. Et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. On prend la direction du Bénin. C'était le dimanche passé. Les populations se réveillaient au tir des armes. Le Bénin était victime d'une tentative de coup d'État conduit par le colonel Tigri. Ce nom est inconnu de beaucoup de personnes, pas son visage. Il a tenté de renverser le président béninois Patrice Talon. Les mutins ont pris le contrôle de la télévision nationale pour quelques heures, annoncé avoir destitué le chef de l'État. D'autres mesures également ont été annoncées. Puis, rapidement, une opération s'est mise en place. L'armée nigériane, la CEDEAO, l'appui logistique de la France. Finalement, Patrice Talon a retrouvé son pouvoir. Dans la soirée du dimanche, il s'est exprimé sur les événements. On parle de plusieurs morts à Cotonou. Mais jusque-là, beaucoup de zones d'ombre persistent dans cette affaire de tentative de coup d'État. Zana Sadio Hichou, première question. Est-ce qu'il s'agit ici d'une vraie tentative de coup d'État ou d'un de ces montages à la hollywoodienne? Non, moi je pense qu'on ne peut pas s'amuser à banaliser un événement si gravissime. D'autant plus que je vois mal d'autres pays se mêler si c'était un scénario à la hollywoodienne. Je vois mal par exemple l'armée nigériane utiliser un avion militaire, un avion de chasse peut-être, pour mener des frappes dans un camp militaire et qu'on puisse si facilement prétendre que ce soit un scénario hollywoodien. Vous savez, moi, dès les premières heures de la déclaration sur les antennes de la SRTB des mutins, j'ai eu à contacter directement comment on appelle, des gens au sein de la présidence du Bénin. Ils m'ont confirmé les choses. Je crois qu'on relayait ça en même temps sur les canaux officiels. Donc réellement, c'était un coup d'État. Et vu l'ampleur de ce qui s'est passé, et on a vu ces personnes, ces mutins faire des déclarations à la télé. Nous savons que des gens ont succombé au cours de cette tentative. Donc bien évidemment, lorsque vous essayez de mettre en liaison tous ces éléments-là, par exemple, la France ne va pas s'amuser à déployer ces appareils de surveillance et de renseignement dans le cadre, n'est-ce pas, d'une pagaille. Non, ce serait vraiment très malhonnête de notre part de le dire ainsi, puisque les éléments qui sont présentés font état de la gravité de ce qui s'est passé. Et j'aimerais aussi apporter, je ne sais pas si c'est un bémol ou bien une nuance à ce que vous avez dit. À aucun moment, le président Patrice Talon n'a perdu son pouvoir. J'ai annoncé les militaires ont annoncé l'avoir destitué. Je n'ai pas dit qu'il a perdu. Vous avez dit qu'il a retrouvé. Il a réapparu à la télévision. Vous avez dit qu'il a retrouvé. Oui. C'est-à-dire, le président Patrice Talon n'a jamais perdu le pouvoir. C'est des gens, des individus armés qui ont pris d'assaut la télévision béninoise après avoir été repoussés par la garde républicaine qui était chargée de la protection du chef d'État béninois. Donc, c'est quand ils ont été repoussés que d'autres éléments se sont repliés pour aller, n'est-ce pas, prendre d'assaut la télévision nationale et faire cette déclaration. Malheureusement pour eux, les événements se sont passés et déroulés tels que vous l'avez dit. On les a mis en déroute et aujourd'hui, leur patron est en fuite.
Alors ici, quand on voit un peu l'armada des forces déployées, on parle de l'armée nigériane qui a déployé des chasseurs, on parle du renseignement français et toutes ces choses-là, on peut se dire quand même que parce que le ministre de l'Intérieur béninois a parlé d'un groupuscule, on est en droit de douter de ces termes-là, parce qu'au vu de ce qui a été déployé pour contrer la menace. Non, mais écoutez, quand le ministre béninois parlait de groupuscule, c'est vrai, c'est une partie de l'armée. Et cette partie de l'armée, n'oubliez pas, permettez la redondance, est lourdement armée. N'oubliez pas que l'armée béninoise, ces derniers temps, se performe et se modernise à cause des crises sécuritaires qui secouent le nord du pays. Et donc, le gouvernement béninois a mis véritablement ce qu'on peut appeler de l'artillerie lourde à la gestion de l'armée béninoise. Alors, un groupe se servant de cette artillerie ou alors de cet armement peut vraiment semer du chaos. Et cela a failli être véritablement un chaos, même si jusqu'à ce jour, on ne communique pas encore de façon substantielle sur les pertes en vies humaines. Eh bien, n'oubliez pas, il y a eu véritablement de pertes. Et donc, ce groupuscule, cette partie de l'armée a fait des dégâts énormes qu'on puisse remarquer sur le terrain. N'empêche que le ministre de l'Intérieur parle de groupuscules parce qu'ils ne sont... Si on les voyait peut-être à l'écran, ils étaient 8, ce que moi j'ai compté, ils étaient 8. Maintenant, dans le camp également, il y a eu certains qui se sont laissés aller à cette aventure sans pour autant maîtriser le contour de ce que la représailles pourra représenter. Et malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas pu faire long feu devant cette représaille qui a mobilisé pratiquement 3-4 pays, le renseignement français, la Sierra Leone même a fait une intervention, et aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Alors, vous comprenez que la force par laquelle ce groupuscule a frappé a plutôt nécessité ces convergences d'actions pour pouvoir rétablir un temps soit peu. Ce qui commençait depuis 4 heures pratiquement, finissait aux environs, pour avoir plus de précision, d'environ de 11 heures au-delà. On était beaucoup plus sûr qu'avec la sortie du président Patrice Talon, pour calmer les esprits, parce que jusque-là, personne ne croyait véritablement à la non-réussite du coup, car les mutants se sont beaucoup plus attaqués à la résidence du président Patrice Talon, et par après, on a pris les écrans pour annoncer son éviction, pour annoncer la destitution et puis la fermeture des frontières, sans pour autant prendre la présidence, proprement parlant. Alors, parler de groupuscule, tout dépend de ce que le ministre met dedans, mais nous pourrons aussi accepter cette terminologie de groupuscule, mais aussi l'armement utilisé par ce groupuscule a nécessité à ce que toutes ces énergies-là soient convergées pour pouvoir rétablir le pouvoir de Patrice Talon. Alors, Zana, Dieudonné parle d'une armée béninoise qui se modernise. Moi, j'ai envie de demander une armée qui se modernise, mais qui a besoin d'appui extérieur pour contrer une menace portée par un prétendu groupuscule de l'armée. Non, Samuel, je pense qu'il faut contextualiser les choses. Je vais vous citer un certain nombre d'exemples dans la sous-région. Qui est celui qui est au pouvoir aujourd'hui au Mali? C'était la personne qui avait en main, comment on appelle, l'armement, l'artillerie lourde pour combattre les djihadistes. Au Mali, c'est ça. Je parle du général Assimi Goïta. Qui est au pouvoir en Guinée aujourd'hui? C'est un général qui avait en main les moyens nécessaires pour faire face, c'est-à-dire les moyens de dernière génération. Au Burkina Faso, qui est au pouvoir. Donc vous verrez que dans les pays, c'est-à-dire dans ces pays où il y a eu des coups d'État, c'était des gens qui étaient au sein d'unités, dans lesquels on a mis les moyens, suffisamment de moyens pour faire face à des menaces aux groupes armés terroristes. Et vous verrez que par la suite, les pays alentours, mais quand ils ont constaté qu'en réalité, mais c'est ce qui se passe, on achète des moyens de l'État qu'on met à leur disposition, ce qu'ils viennent faire, c'est de défier l'autorité, soi-disant qu'ils sont incapables d'apporter une réponse, ils sont des vendus. Mais donc, c'est ce qui fait aujourd'hui, ou bien c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, certains États ont choisi d'utiliser ce qu'on appelle les sociétés de... comment on appelle ce que nous appelons les Wagner. Voilà.
les sociétés militaires privées, voilà, les CMP. mercenaires. Voilà, donc c'est ça qui... Donc vous comprendrez que la base dont ils avaient le contrôle, c'est la base où il y avait les blindés. Et comment, et c'est ça même qui faisait la complexité. Il a été dit qu'ils ont été encerclés de toute façon. Moi, je viens de voir mes échanges que j'ai eus avec les responsables de la présidence. Déjà à 8h29, la situation était sous contrôle. Mais ces messieurs avaient toujours en main les blindés. Les blindés, comment neutraliser ces blindés? Alors, s'il y avait un affrontement, ça allait occasionner des dommages collatéraux. Ce camp était situé dans un quartier habité. Ouais. Donc, le président béninois, il a donné l'ordre, mais de faire tout pour éviter un bain de sang. Et cette version-là, ils ont suffisamment communiqué là-dessus. Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léon Hongbedi, est revenu là-dessus. Beaucoup de gens... Oui, mais en même temps, Zana... Et donc, il a nécessité des moyens aériens pour éviter des dommages collatéraux, pour clouer ces blindés-là. C'est ce qui s'est passé. Oui, parce que là... Pour éviter que... Quand on parle de... Parce que moi, je suis dans la communication gouvernementale. Quand on a vu le ministre de l'Intérieur, et même quand on a écouté Léon Hongbedi, ils ont présenté cela comme une action d'un groupuscule. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de généralisé. Et j'ai envie de savoir... L'armée béninoise, dont on clame la montée en puissance, les autres troupes qui seraient loyalistes n'ont pas pu se mobiliser pour contrer la menace de leurs congénères. Je vais vous expliquer. Quand on parle de groupuscule, il a si bien dit, M. Sior l'a si bien dit, groupuscule par rapport à l'effectif global. De l'armée. Par rapport, oui, parce que les effectifs des armées béninoises, c'est des milliers. Par rapport à le ministre Hongbedi, plutôt le porte-parole, il n'est pas ministre, il a parlé de 200 de personnes. C'est comme ça, c'est 200 de personnes, pas plus de 200, en tout cas pas plus de 300. Il a estimé à quelques 200 personnes. Et c'est vrai qu'eux tous, ils n'étaient pas dans le secret de ce qui allait se passer. Peut-être une dizaine, une vingtaine savaient, mais les autres ont été embarqués dans l'aventure. Et il n'était pas question uniquement du domicile du chef de l'État qui a été attaqué. Et les domiciles, au moins de 2 généraux ont été. Il y a un général qui a été kidnappé d'ailleurs. Et donc vous voyez que... Il a perdu sa femme. Exactement. Donc vous voyez que ils ont essayé d'essayer fragiliser, comment on appelle, de bloquer un certain nombre de personnes pour que des ordres ne soient pas donnés. C'est pour la riposte. Donc 200, c'est un groupuscule par rapport à l'effectif global. D'accord. Maintenant, on peut aussi se poser une question. Le renseignement béninois. Parce que là, je ne suis pas sûr que c'est ce dimanche que ces gardes se sont réveillés pour mettre en œuvre cette opération-là. Il y a un échec total du renseignement béninois. Non, mais écoutez, partout où il y a eu des coups d'État, il y a aussi un service de renseignement. S'il y a un coup d'État dans un pays, ben, rassurez-vous, il y a toujours un service de renseignement. Qui a échoué. Bon, si vous le dites. Ou bien qui est complice. Il n'y a que 2 cas. Échec ou alors complicité. De toutes les façons, ce qui est évident. Parce que dans un contexte de lutte contre le terrorisme, où les renseignements aussi sont montés en puissance, avec des moyens de surveillance beaucoup plus accrus, comment est-ce qu'on est avec des officiers supérieurs? On parle d'un colonel de l'armée. Comment est-ce que le renseignement n'a pas vu venir cela? Ce n'est pas pour rien qu'on parle de coup d'État. Au plus long, on parle de coup de force. Alors, ce qui est fait par la force a des stratagèmes d'atteinte comment dirais-je, d'objectifs. De toutes les façons, qu'on ait des services de renseignement, n'oubliez pas qui sont ces services de renseignement-là. C'est aussi au sein de l'armée. Et aussi ceux-là qui boudent aujourd'hui au sein de l'armée, sachent comment communiquer et ou surfer sur les résultats de ces services de renseignement pour atteindre l'objectif qui est de renverser un pouvoir aujourd'hui qu'on juge incompétent, malheureusement. Alors, je ne dirais pas d'un coup que le service a échoué. Tout homme est faillible, de toutes les façons. Et raison de plus d'ailleurs que ce coup d'État a échoué. Ça veut dire que si les services de renseignement peuvent échouer, ou alors porter, ou alors montrer une certaine fragilité, cela ne pourra pas non plus empêcher à ce qu'on puisse riposter. Je voudrais ajouter quelque chose tout à l'heure. Parlant des interventions de ces différents pays, je voudrais rassurer que la garde républicaine, d'après les analyses que nous avons effectuées jusqu'ici, a tenu. Ce n'était que des appuis en réalité. Je ne pense pas que l'armée nigériane était venue prendre la place de la garde républicaine. C'était des appuis. Et ils ont mené beaucoup plus des frappes. Il y a un déploiement de l'armée, d'une partie de l'armée nigériane au sol. Il y a un déploiement. Bon, de toutes les façons, c'est pour faire du ratissage. N'oubliez pas que la plupart des putschistes sont dans la nature.
On a réussi à capturer certains, d'autres non, dont le cerveau de l'opération, qui est toujours dans la nature dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, c'est pour dire que les services de renseignement peuvent faire leur travail, mais peuvent aussi être soit fragiles, complices, ou alors peuvent échouer. De toutes les façons, c'est des humains. Aucune sécurité n'est totale ni parfaite. Et ça aussi, zéro n'existe pas d'ailleurs. Voilà, de toutes les façons. Ça aussi, c'est un message phare à tous les présidents, ou alors à tous les hommes de pouvoir, quel que soit ceux dont vous vous entourez aujourd'hui. Tout peut se passer. Seul Dieu, pour nous qui croyons en Dieu, qui assure la sécurité totale. Donc, je ne peux pas en vouloir au service de renseignement béninois. Mais je peux en vouloir à des gens qui veulent déstabiliser un pays tout simplement. Car nul n'est parfait dans l'exercice de ses fonctions. De toutes les façons, c'est un cas d'école également. Il appartient au Bénin aujourd'hui de revoir son service de renseignement, soit l'équiper davantage, soit le renforcer, ou alors nettoyer les maillons faibles ou trop des résidus, pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait une fluidité de communication au sein de ces services-là, pour pouvoir passer très rapidement le message. Mais là encore, je me dis, le service aurait travaillé. Sinon, on ne pourrait pas alerter aussi rapidement. Vous voyez dans quelle portion de temps tout s'est passé? Ce n'était pas évident. Que l'armée nigérienne vienne et ça, c'est le président de la République. Il a pris son téléphone, il a appelé son homologue Bola Tinubu, il a appelé Alassane Ouattara, il a appelé Julius Madabio. Voilà, je l'ai dit à ce plateau que quelque part, il y a les rapports bilatéraux qui ont joué dans cette histoire. Et le président Patrice Talon, heureusement qu'il a été épargné, je crois pendant tout ce temps, effectuait des touches sur son téléphone et le protocole administratif pour le déploiement de tous ces armées-là, je ne pense pas que cela a été respecté à la lettre, mais on parle de la gestion d'une crise, d'une urgence. Et c'est ce qui a été effectué. Donc, dans tous les cas, les pays ont besoin toujours d'avoir de bonnes relations pour pouvoir défendre en cas d'attaque comme cela. Ça a été une attaque, et moi j'estimais ça plutôt à l'attaque, plutôt à l'intégrité du territoire béninois, et loin d'un coup d'État en réalité. Zana, on parle beaucoup de ce qui s'est passé, du modus operandi de ce groupe de mutins. Mais en réalité, il faut aussi se poser une question. Qui en veut à Patrice Talon? Non, avant de répondre à la question, j'aimerais rebondir sur un élément, notamment celui de la présence de l'armée nigériane sur le terrain. Mais quand vous êtes dans une lutte contre les groupes armés terroristes, notamment qui sont présents dans le parc Bindjari. Ouais. On est dans l'extrême nord, là. Oui, mais je vais en venir, je vais en venir tout à l'heure. Et qu'au même moment, par une idée folle de faire un coup d'État, vous êtes obligé d'appeler à ce qu'on vienne immobiliser les blindés que vous avez engagés. Ça veut dire qu'il y a une brèche qui est ouverte. Et remercions Dieu que l'armée nigériane puisse être présente au Bénin aujourd'hui pour essayer de combler ce vide. Mais les blindés ont été immobilisés parce que des gens ont voulu les utiliser pour faire un coup d'État. Et c'est le mot que j'ai dit. Parce que le type en question, le colonel Tigri, c'est le commandant de la garde républicaine, une unité d'élite qui avait participé aux opérations antiterroristes dans le cadre de l'opération Mirador. Donc, c'est comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui doit avoir accès aux renseignements, qui doit en être d'ailleurs un acteur peut-être, et qui sait là où frapper. C'est toujours comme ça. Et donc, naturellement, maintenant, à la question de savoir qui en veut au président Patrice Talon, mais on a vu ce qui s'est passé. On a vu les déclarations à la télévision béninoise. On sait aujourd'hui qui a chapeauté. On a le nom Tigri. Et dans la foulée, je crois que les renseignements béninois sont à pied d'œuvre. Deux mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés dans la journée d'aujourd'hui. Des personnes qui seraient en lien, puisqu'ils n'ont pas encore été jugés, selon les informations disponibles. Il y a des gens qui ont été appréhendés. Je veux parler de M. Candide Azana. Il a été appréhendé dans cette journée. Cela veut dire que les enquêtes sont en cours et la justice béninoise est en train de faire son travail et nous souhaitons qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Et lorsqu'on sera au bout, nous serons en mesure de répondre à la question de savoir
qui en veut au président Patrice Talon. Et si au-delà aussi, on écoutait, parce qu'à la télévision, ils ont dit des choses. Si on écoutait un peu les récriminations de ces mutins, il y a forcément du mécontentement quelque part. Non, mais écoutez, dans chaque gestion politique, il y a toujours de mécontentement. Je l'ai dit et je le dis toujours, chaque politique africaine fait des frustrés. Et ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, c'est la gestion de la frustration qui mène à X ou à Y. Ou alors, c'est des concernés, les frustrés en question, qui gèrent leur frustration comme ils le veulent et les résultats, on le sait. Donc, on ne peut pas dire que, parce que Patrice Talon aujourd'hui est le pionnier de la construction de l'État béninois. Pendant 10 ans, Patrice Talon a fait ce qu'il pouvait faire et aujourd'hui, le nom du Bénin est rehaussé à travers le monde. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas des mécontents. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas des écrits. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y aurait pas des frustrés. N'oubliez pas, il y a une grande partie également qui sont contre le pouvoir Patrice Talon, qui ne sont plus sur place aujourd'hui, qui sont dans la diaspora et qui veulent aussi revenir au pays. Mais pour revenir au pays, il faut tout faire pour éviter la présence et toutes sortes de ramifications de pouvoir de Patrice Talon. N'oubliez pas bientôt les élections en avril prochain. Patrice Talon est en bonne voie pour véritablement faire passer un représentant. Oui. Alors un représentant de Patrice Talon qui arrive, c'est en quelque sorte l'ombre de Patrice Talon qui est là. Et mais ceux-là, qui sont des écrits de l'extérieur, qui veulent à tout prix revenir et refaire leur vie au Bénin, doivent passer par tous les moyens, s'ils ne sont plus en mesure de le faire par les urnes, passer par tous les moyens pour se créer une passerelle. Et malheureusement, chacun a sa façon de faire les choses. D'autres ont choisi la mauvaise voie, celle de s'attaquer à l'intégrité d'un État. Aujourd'hui, on compte les morts au Bénin, ce qui est dommage. Ce qui est véritablement dommage. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire? Le gouvernement ou alors la gestion de la chose politique crée toujours des frustrés. Et ces frustrations sont manifestes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de frustration au sein de l'armée. Partout, il y en a. Mais c'est parce que les gens ont prêté à l'échange. Ils ont dit, bah écoute, on veut être fidèle. C'est ça d'ailleurs le serment. Mais à un moment donné, ça déborde. Mais la gestion dépend de qui est débordé. Donc, oui, Patrice Talon gère bien le Bénin et en matière de développement. Mais politiquement, il y a un sérieux souci. Le sérieux souci, c'est quoi? C'est qu'il y a des frustrations politiques que les gens n'arrivent véritablement pas à exprimer comme cela se doit. Mais comment y arriver? C'est les voies là que d'autres ont choisies. Mais qui est derrière? Trop tôt de le dire aujourd'hui. Et moi, je le répéterai, il me serait difficile de dire qui en veut à Patrice Talon pour revenir à l'autre question. Il me serait difficile et trop tôt de le dire qui en veut à Patrice Talon pour ne pas être un activiste inutile. Patrice Talon est un président et toute présidence est guettée, où tout exercice du pouvoir est, reste un enjeu. Voilà pourquoi la sécurité présidentielle, la sécurité du pouvoir dans tous les pays reste toujours la chose la mieux observée. Donc, bien évidemment, il y a un jeu, ou alors il y a quelque chose, il y a un souci que je tenais même à soulever depuis le début de cette émission. Vous savez, à un moment donné, Patrice Talon s'est vu étant endoubé par la population béninoise. Vous voyez le monsieur se promener, il est toujours très proche de la population et il ne s'inquiétait pas de grandes choses. Et l'armée là même aujourd'hui qui est en train de commettre, ou alors cette partie de l'armée aujourd'hui qui est en train de commettre cet acte, Patrice Talon était toujours auprès de cette armée. Alors cela mettait suffisamment en confiance l'entourage de Patrice Talon. Ça c'est moi qui le dis, c'est mon opinion. Et malheureusement, pour que les méchants frappent, ils ne sont pas obligés de trop réfléchir pour pouvoir frapper parce qu'ils sont déjà habitués aux messieurs et dont la sécurité de l'État peut-être a failli un tout petit peu et les gens ont saisi la brèche pour commettre ce qu'ils ont. Vous avez évoqué tout à l'heure l'interpellation de Candide Azanaï. Est-ce que ça veut dire que, parce que bien sûr très prochainement la criette certainement situera sur les motifs de cette interpellation, mais est-ce que ça veut dire que on essaie de trouver des liens entre les militaires et des civils à qui profiterait ce crime? Donc vous savez, forcément lorsqu'il y a un coup d'État, il y a toujours des complices. Il y a toujours des gens qui sont dans le secret des dieux à des niveaux, à des degrés différents. Donc si aujourd'hui, M. Candide Azanaï, il a été appréhendé,
Et ça veut dire qu'il serait mêlé peut-être de près ou de loin à cette tentative. Et ici, nous n'avons pas vraiment d'éléments pour opiner là-dessus, mais la conviction, elle là, c'est dans le cadre de l'enquête en cours sur la tentative de déstabilisation des institutions béninoises qu'il a été appréhendé. Alors, on va évoquer maintenant le sort du cerveau, celui qui est présenté jusqu'à présent comme le cerveau de cette tentative de coup d'État, notamment le colonel Tigri. Cela ne vous a pas manqué. Un article du journal Jeune Afrique le donne dans un pays voisin, notamment le Togo a été énormément cité, mais je rappelle que le Bénin a plusieurs pays voisins. Le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Alors justement, dans quel pays voisin se trouverait actuellement le colonel Tigri? Dieu donné sur nous, pourquoi beaucoup de regards se tournent vers le Togo? Non, je ne saurais dire concrètement ce pourquoi les regards sont tournés vers le Togo, mais n'oubliez pas, le Togo est l'un des pays très proches du Bénin, pour ne pas dire à quelques mètres vous êtes dans le Bénin. Et donc, qu'on parle du Togo. Pareil du Nigeria. Très bien. Quand vous allez à Sémé. Non, j'en viens. Cependant, lors de l'attaque, je crois que si un pays devrait déployer son armée, ce serait beaucoup plus le Togo, en tout cas en premier lieu. Mais cela n'a pas été le cas. C'est le Niger, c'est la Côte d'Ivoire, c'est même la Sierra Leone a été citée. Hein. Donc d'autres pays. Les relations ne sont pas très au beau fixe entre Patrice Talon et Faure Gnassingbé. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de constater, c'est ce qu'on soupçonnait, c'est ce qui a été montré au grand jour aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la vérité? Pour l'instant, aucune déclaration officielle ne nous le dit et ne me le précise. Mais c'est l'observation de l'extérieur qui semble mener ce jugement sur la situation. Pourquoi le Togo n'avait pas déployé d'éléments pour éviter ce carnage, pour éviter ce coup d'État au Bénin? Point d'interrogation. Et donc moi, je ne suis pas en mesure de répondre à cette interrogation. Maintenant, que les gens disent, ou alors que les observations disent que le cerveau de ce coup d'État serait au Togo. Et vous avez cité un journal tout à l'heure, Jeune Afrique. Jeune Afrique n'a pas d'article de parole d'évangile. Jeune Afrique plutôt est donc animé par des êtres humains qui peuvent aussi se tromper sur certaines silhouettes de la situation. Mais c'est quand même un journal assez renseigné. Le journal assez renseigné ne veut rien dire. Très bien. Il y a eu quand même certains sujets sur lesquels on a quand même eu à dire sur des articles. Mais aujourd'hui, que Jeune Afrique dise avec précision le nom de certains quartiers où se trouverait le cerveau de ce coup d'État, cela reste toujours à vérifier avec beaucoup de pincettes. Jusqu'à preuve du contraire, le Togo n'a pas encore donné une déclaration officielle sur la situation. Ni le Bénin, ni le Bénin, le pays concerné. En écoutant le porte-parole du gouvernement béninois, la dernière fois, il n'a pas cité le Togo comme étant pour éviter d'éventuelles crises diplomatiques. Il a dit que si éventuellement le colonel Tigri se trouve dans un pays voisin, la coopération policière internationale serait mise en branle pour son rapatriement. C'est cela. Et je ne sais quel intérêt le Togo aurait à abriter de toutes les façons le commandant Tigri aujourd'hui. Mais ce qui me plaît, c'est que la coopération en matière de renseignement est en branle. La France l'a dit, qu'elle a déjà envoyé des services de renseignement. Alors, je pense que la finesse de ces renseignements devrait normalement, jusqu'ici, nous permettre d'avoir une piste où se trouverait le commandant Tigri. Si ce n'est pas au Togo, si où? Sur les réseaux, vous avez vu certains faux communiqués fuités, comme quoi un pays d'à côté aurait offert plutôt l'asile à la Tigri, ce qui était faux, parce que ces communiqués ne portaient rien d'authentique, de toutes les façons. Alors, celui qui a commis un acte et qui est en cavale, on ne saura le dire précisément jusqu'à ce que la coopération d'Interpol arrive à mettre la main sur l'intéressé sur un coin ou alors dans un coin de la planète et qu'on vienne nous donner la version officielle. Où se trouverait le commandant Tigri? C'est la grande question qui se pose jusqu'ici. Et c'est pourquoi le journal Jeune Afrique
aussi a offert cette brèche et certains l'ont saisi, malheureusement. C'est aussi cette relation un peu fumante entre le Togo et le Bénin qui a donné plutôt la matière à des commentateurs de dire quelque part il y aurait quelque chose comme ça qui est réservé ou alors qui serait en train de se passer. Et moi, à ce plateau, en tant que observateur, journaliste, consultant, je ne peux pas me prononcer assez clairement sur ce sujet pour dire Tigré est dans nos murs. Comment? Je ne saurais le prouver. D'accord. Zana, vous avez lu cet article publié par le journal Jeune Afrique qui donne le colonel Tigri au Togo, en l'occurrence, en citant un certain nombre de quartiers. Est-ce que vous diriez que, parce que de Cotonou à Lomé, il y a 140 km. De Cotonou à Ouaga, c'est plus de 1000 km. De Cotonou à Niamey, n'en parlons pas. De Cotonou à Lagos, ça fait quand même un peu plus long que de Cotonou à Lomé. Est-ce que le colonel Tigri aurait choisi la direction la plus proche? Non, moi, j'aimerais faire des analyses quand même. Des analyses allant dans le sens des relations entre les deux pays. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en matière de coopération antiterroriste contre les groupes armés terroristes, le Togo a d'excellentes relations en la matière avec le Bénin. En matière de coopération policière, c'est-à-dire que si la police togolaise recherche un individu qui se trouve du côté du Bénin, c'est-à-dire les formalités se font, c'est très fluide, très rapide. À partir du moment où la police béninoise appréhende un individu recherché par la police togolaise, l'échange se fait dans les 72 heures maximum à la frontière Hila Kondi. Moi, j'ai eu la petite chance d'avoir parcouru beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Et moi, je peux dire avec conviction que la frontière Hila Kondi est la frontière la plus facile de la sous-région. Je défie quiconque de me dire le contraire. Et si les autorités béninoises n'ont pas pu exprimer de manière très claire, avec la précision, que l'individu se trouve au Togo, alors Jeune Afrique, qui a cité un quartier, il a l'obligation morale de donner les informations en leur disposition aux autorités policières, peut-être internationales, Interpol. Parce que voilà un individu qui tente de commettre l'un des crimes les plus graves dans une république, et un journal a l'information, a le quartier où il se trouve, alors, mais qu'il fasse son travail. Mais jusqu'alors, moi je note que aucune autorité béninoise ne l'a si clairement dit, n'en a donné de ces détails. Donc, mais on va laisser Jeune Afrique aider à ce que l'enquête puisse évoluer, évoluer rapidement. Donc cela dit, moi je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur ce genre de rumeurs. Les autorités policières, ils réagiront quand l'information est avérée, précise. Et encore que, il faut comprendre, c'est un défi majeur de nos États. Si dans le cas où ils se trouveraient dans nos murs, je suis au conditionnel, n'oubliez pas la porosité de nos frontières aussi. La porosité de nos frontières. Moi, la première fois où je suis allé au Burkina Faso, j'ai pris le bus de la Poste. Et lorsqu'on est arrivé à Saint-Cassé, j'ai pris une moto-taxi. J'ai dit, bon, je suis en train de me rendre à Ouaga, je veux aller prendre le bus. La moto-taxi me prend et il me dépose quelque part. Et puis, il me dit, on est au Burkina. Je dis, mais comment on n'a pas traversé de frontières? Il me dit, mais je suis au Burkina. Mais moi-même, j'étais choqué d'apprendre que je ne suis passé par aucun poste d'immigration. Et on m'a déposé au Burkina. J'ai pris le bus burkinabé pour me rendre à Ouaga. Donc, il n'est pas forcément. S'il était ici, il ne passerait pas par la frontière de Hila Kondi. Voilà, donc il aurait pu se cacher, se faufiler. Il faut savoir aussi qu'il est en cavale. Est-ce qu'il est passé par le Togo pour rejoindre un autre pays?
tant de questions qu'on ne saura élucider qu'au moment où il sera appréhendé. De toutes les façons, vu la gravité des actes, je ne suis pas sûr qu'il y aurait un pays qui accepterait de l'héberger, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sécuritaire vraiment qui pose beaucoup de défis, et accepter d'héberger un tel individu qui a posé des actes si graves, mais c'est impossible. C'est impossible qu'il soit au Togo avec la complicité de nos autorités. Impossible. Le Togo n'est pas un État voyou. Oui. Moi, je voulais ajouter que, en fait, le journal Jeune Afrique a ses sources. Et on ne peut pas rejeter l'information du journal Jeune Afrique aujourd'hui. Il a ses sources. Et voilà pourquoi je dis, peut-être à l'instant T, Jeune Afrique avec une information selon laquelle le monsieur serait au Togo. Mais est-ce que jusqu'à ce jour, il est toujours là? Ce sont là des questions que je me pose. Alors, s'il n'est pas là, le problème aussi à ce niveau, c'est quoi? L'État béninois n'a pas doigté l'État togolais directement, l'accusant d'abriter le commettant du crime. Ou alors, ce monsieur qui a tenté un coup d'État. Du coup, le Togo non plus n'a pas fait une sortie officielle pour démentir, au risque de donner de la matière aux soupçons et aux allégations. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué de trancher aujourd'hui pour voir qui accuse qui, à qui donner véritablement raison. De toutes les façons, on peut trouver X ici aujourd'hui, demain qu'on le trouve ailleurs. De toutes les façons, celui qui dit « je l'ai trouvé ici » n'aurait pas menti. Et demain, quand on dit il est de l'autre côté, celui-là non plus n'aurait pas menti. Chacun a sa source d'information. C'est aussi ça, le journalisme. Mais est-ce qu'on est... Enfin, en se basant sur ce que dit Jeune Afrique, est-ce que ça veut dire qu'il y a la certitude qu'il est partout sauf au Bénin? Bah, c'est cela. Il ne peut pas rester au Bénin. En tout cas, pour l'heure, c'est ce qu'on peut comprendre. Le monsieur qui est en fuite ne peut pas se donner ce luxe de rester au Bénin sous ces déluges-là de tension, avec la présence terrestre d'ailleurs d'autres armées, et qui le cherchent. C'est un militaire. Il n'aura pas effacé toutes ces traces comme ça pour rester sur place. Il serait dans la nature, en tout cas pas au Bénin de toutes les façons. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Maintenant, pour dire dans quel pays précisément il se trouve, je le répète encore, il nous sera difficile de le dire pour l'heure, que les renseignements nous donnent maintenant de la matière qu'on communique là-dessus. Si les renseignements n'ont pas l'habitude de communiquer l'information aux journalistes et chroniqueurs. Non, de toutes les façons, quand l'information sera à la place publique, on pourra en parler. Alors, quand ils l'ont déjà traité. Ah, bien sûr. Voilà. Je vais jouer aux oiseaux de mauvais augure. Alors, allons-y. Si j'étais le colonel Tigri, ma première direction serait où? Je n'ai jamais été dans la tête du colonel Tigri. Donc, la question est difficile. Pour la première fois, j'avoue mon incapacité et mes limites. Je passe la main à M. Sewarou. Non, mais je serais tenté de passer le pied, mais la direction, je prendrai la direction la plus rapide pour me mettre à l'abri. Pour l'instant. De toutes les façons, quelle est la direction la plus rapide? Tout dépend du moyen par lequel il s'y rendra. N'oubliez pas, il y a le Burkina. D'accord? Il y a le Togo. De toutes les façons, c'est les directions les plus proches. Maintenant... Mais de Cotonou au Burkina, c'est très loin. Par rapport au Togo, par rapport au Nigeria, non, pas, plutôt... quel autre pays encore? Il y a le Nigeria qui est plus proche, mais avec l'intervention... On sait que le Nigeria a pris fait et cause pour talon. Il ne peut jamais se rendre là-bas. Et donc c'est clair que la direction la plus proche, c'est bien au Togo. Mais de toutes les façons, est-ce qu'il a opté pour la direction la plus proche? Il aurait opté pour la direction où il sera mieux protégé. Parce qu'il peut aussi, si on suppose qu'il n'est plus à Cotonou, se rendre dans un pays où il sait qu'on ne le chercherait pas. Pourquoi ne pas aller au Nigeria? Bon, si vous le dites. Mais je ne le dis pas. Et pourtant, c'est le Nigeria qui est à sa recherche. Ouais. C'est le Nigeria qui est à sa recherche. De toutes les façons, voilà pourquoi je dis c'est un peu compliqué de trouver une réponse assez précise à de telles questions qui relèvent des secrets d'État. Ça, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Mais ce qui est sûr, l'individu se trouve dans la nature. Et
beaucoup ont commis de tels actes et ils ont pris la fuite. Mais à un moment donné, on a réussi à mettre la main sur eux. À moins qu'il y ait quand même une complicité élevée à un niveau donné pour qu'ils ne soient pas appréhendés. On est quand même ici dans une... Moi, je me rappelle quand on était enfant, il y avait ce film Chasse à l'homme. On se retrouve ici en train de rechercher un colonel de l'armée. Ce qui est sûr... Un commandant de l'armée. Les choses ne sont pas à son avantage. C'est-à-dire... Il va se cacher et tout, mais on finira par le retrouver, c'est ça? Non, vous savez, s'il se cache sur le territoire togolais, tôt ou tard, il va être appréhendé, ça c'est sûr. De toutes les façons, cette cavale ne va pas être indéfinie. Un jour ou l'autre, que ce soit aujourd'hui ou demain ou plus tard, il va être appréhendé. Donc, la question, c'est juste de se demander, ce sera quand? Mais lui-même, il est convaincu. Il est convaincu qu'il ne pourra pas aller à l'extérieur, je veux dire, dans les pays hors d'Afrique. Et j'ai dit, ces déplacements sont très limités. Ces déplacements sont très limités, sauf si un pays, par hasard, s'amuse sciemment à lui offrir l'abri qu'il cherche, ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage. Est-ce qu'il est possible dans cette affaire au Bénin d'éviter j'ai envie de dire, de profiter de cela pour régler des comptes, parfois à une certaine opposition qu'on ne porte pas en odeur de sainteté? Écoutez, en politique, tous les coups sont permis, mais ce serait la pratique, la pire des pratiques à observer. Et vous parlez de règlement de comptes. Le règlement de compte ne s'inscrit dans aucune logique morale. Et je ne crois pas que ce soit l'heure pour le faire. Si on aime son pays et véritablement on veut le bien de sa nation. Régler les comptes, ce n'est pas pour rien que l'opposition existe pour la vie du pouvoir. Sans l'opposition, le pouvoir ne vit pas. Et sans le pouvoir également, l'opposition n'aura pas de la matière. Et donc, aujourd'hui, chercher à éliminer ou alors à régler des comptes à une certaine opposition qu'on ne supporte pas serait la manière la plus faible possible de faire la chose. Mais je crois que les politiques béninois ont la taille et la hauteur dans la gestion des choses. Et je ne saurais dire que ce serait l'occasion idéale pour régler des comptes à des gens. Mais surtout, ce serait dans la recherche de l'information, de la matière, de ce qui a pu pousser et des télécommandeurs de cette situation qui seront recherchés, qu'ils soient de l'opposition ou alors qu'ils ne soient pas de teinture politique. Cela ne relève pas, cela ne devrait pas relever dans certains règlements de compte. Vous faites confiance à la justice béninoise en cette matière? Non, moi je fais totalement confiance à la justice béninoise. Laquelle justice est accusée par l'opposition d'être instrumentalisée? Non, vous savez, que ce soit ici ou ailleurs, quand on est acteur politique et on est inquiété par la justice, c'est la même rhétorique qu'on sort. Et vous avez vu Nicolas Sarkozy, ses propos un peu partout. Dès lors que vous êtes un acteur politique, vous êtes inquiété, voilà, on jette, on dit, voilà, là, on instrumentalise la justice. Mais je sais que, vous savez, on n'a pas besoin d'aller si loin. C'est-à-dire, excusez-moi, je ne souhaite jamais que cela arrive. Si une personne commet un crime grave, et qu'on arrive par exemple à avoir le relevé de ses appels, et qu'on se rend compte que la veille, je dis n'importe quoi, vous avez échangé avec lui, mais on va forcément chercher à vous écouter. Et même si vous n'êtes ni de près ni de loin, mais au moins, je suis sûr que vous passerez au moins une journée en garde à vue. On va vous poser le maximum de questions. Et si besoin, si c'est flou, mais vous pouvez être mis sous mandat de dépôt. Des gens ont eu cette malchance-là. On a juste retrouvé un appel en absence sur le téléphone d'un prévenu. C'est fini, des gens ont fait 3 ans de prison dans cette affaire. Donc il faut, en tout cas c'est la justice, ce sont les faiblesses aussi de la justice, mais dans ce genre de cas, mais il ne serait pas étonnant de voir que des acteurs qui ont été en contact avec l'intéressé, avec le colonel Tigri, il leur soit demandé d'apporter des compléments d'information à l'enquête. Vous ne craignez pas qu'on en profite pour... Et ce ne serait pas un règlement de compte. Et ce ne serait pas un règlement de compte. C'est le cours normal de la justice. C'est pourquoi parfois, M. Cyrano aussi, il a dit, il croit en Dieu, c'est pourquoi il faut prier Dieu de ne pas être
au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que vous aurez beau être innocent, juste parce que vous avez été en contact avec un individu, à la veille de la commission d'un acte grave, vous êtes à la disposition de la justice jusqu'à un certain moment donné. Ce n'est pas du tout un règlement de compte. Ce sont les failles de la justice des hommes, ça. C'est ça. Est-ce que Patrice Talon, à l'heure où nous sommes en train de parler, en tout cas depuis la survenance de ces événements, est-ce que c'est toujours un homme serein à l'heure actuelle? Non, mais je ne serai pas dans les sentiments de Patrice Talon, mais connaissant l'homme, il serait serein. Et mais en étant un être humain, on ne peut pas vivre. Mis au conditionnel. Voilà. Voilà. Il serait serein. Alors, en étant un être humain, on ne peut pas vivre de telles situations et rester 100% serein, même si on était un extraterrestre. Patrice Talon a été touché. Patrice Talon a été affecté dans son fort intérieur. Cela était même lisible dans ses regards lorsqu'il faisait ses sorties de 3 minutes pour situer l'opinion sur la situation. Oui, en tant qu'un être humain, il devrait être touché. Mais la sérénité dont vous parlez, je ne pense pas que cela puisse être évoqué à 100%. D'accord. Permettez qu'on puisse marquer la pause pour regarder le journal et nous revenons après une dizaine de minutes pour continuer.